Messieurs, bonsoir à tous. Ce soir, on aura la présentation du plan de sauvegarde de la sommaire. C'est que pendant longtemps, elle a été, disons, mouillée ou trempée dans l'eau et dans la mer, etc., par des vagues consécutives qui nous ont coûté très cher à la ville de Bayous. Et maintenant, grâce au plan de sauvegarde, on pourrait voir un petit peu l'avenir. Donc je tiens à remercier tout le monde qui est venu. Évidemment, il n'y a pas grand monde, mais c'est dommage parce que c'est un truc qui sera intéressant pour tout le monde. Ce dispositif permettra à l'administration de coordonner les moyens humains et matériels pour faire face à l'événement climatique ou technologique grave. La commune s'est engagée dans cette réflexion et souhaite vous présenter le contenu de ce document très important pour la mise en sécurité des biens et des personnes en cas d'incident majeur, type inondation des 19 et 20 novembre 2011 ou incendie qui ont ravagé le sud du pays catalan le 22 et 23 juillet. En effet, notre territoire est malheureusement souvent confronté à ce type d'événement, nécessitant la mobilisation et la solidarité de tous. Avant de passer la parole à tout le monde et au bureau d'études, qui a travaillé, que je tiens à remercier du travail qu'ils ont fait. Ce nouvel outil que j'étais dans un souci pratique, je vous ai dit qu'à toute la soirée est mieux partager notre temps. Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, monsieur Régard de la société Félix Service. Donc, on est ici ce soir pour parler ensemble du dispositif qui a été mis en place. Donc c'est un document qu'on travaille avec la commune depuis plusieurs mois, donc qui a abouti il y a un mois de cela. Donc je vais vous présenter ce soir comment s'articule ce plan communal de sauvegarde sur la commune. Donc dans un premier temps, on peut se poser des questions. Est-ce que tout le monde voit bien la salle d'ailleurs? Tout le monde voit bien? Oui. Donc on peut se poser la question de pourquoi réaliser un plan communal de sauvegarde à Banous, le contexte. Et le contexte, il part à partir d'un constat qui est simple. Voilà, en France, on a recensé entre 2001 et 2009 pas moins de 750 événements sur le territoire métropolitain, que ce soit en termes d'inondation, d'événements naturels ou technologiques, avalanches, feux de forêt, inondations, etc. qui ont entraîné malheureusement le décès de 565 personnes sur le territoire communal, sur le territoire national, à l'échelle au cours de ces événements. Il faut savoir que la plupart de ces événements concernent essentiellement plus de 50% les inondations. Donc, comme vous le voyez là, vous voyez, donc les dernières grandes inondations, que ce soit dans la région, l'Hérault, l'Aude, on se souvient de 99. Pour la commune de Banous, il ne faut pas remonter bien loin, on remonte à novembre de l'année dernière, novembre 2011, excusez-moi. Donc la commune a été sérieusement impactée lors d'un fort orage dans la nuit du 19 novembre. Donc évidemment, tous ces événements entraînent malheureusement des conséquences en termes de matériel, même de vie humaine. Donc à partir de ce constat-là, il est nécessaire de se prémunir face à ces événements-là. Donc le plan communal de sauvegarde, il s'inscrit dans le thème de la prévention des risques. Alors qu'est-ce que la prévention des risques? La prévention des risques s'articule autour de 4 grandes thématiques. D'une part, tout ce qui va concerner le travaux et l'entretien des cours d'eau. Donc ça passe par le nettoyage des berges, le curage des fossés, etc. Donc le débroussaillement, etc. Donc ça c'est le premier volet de la prévention des risques. Deuxième volet, c'est l'équipement des cours d'eau. Vous savez, vous avez la Baillerie qui passe sur votre commune. La Baillerie est une rivière qui est suivie par le site Vigicru. C'est un site qui permet de suivre l'évolution du cours d'eau et son niveau. Il y a une station de mesure Vigicru au lieu-dit La Forge. Donc qui permet à la commune de voir un peu la montée du cours d'eau de la Baillerie en cas d'événement pluvieux. Donc là, c'est le deuxième volet. Le troisième volet passe par la mise en place de mesures réglementaires. Donc comme vous le savez tous, lorsqu'on veut construire une maison, on dépose un permis de construire et surtout on fait référence à ce qu'on appelle le plan de prévention des risques, qui est un document d'urbanisme qui va réglementer l'occupation des sols, avec des parties qui sont habitables, d'autres urbanisables avec certaines conditions de construction,
et d'autres qui ne sont pas du tout urbanisables pour cause qui se situent en zone complètement inondable. Et enfin, dernier volet, ça concerne donc le dispositif de prévention communale, c'est-à-dire le plan communal de sauvegarde. Comme vous le savez, lorsqu'une crise se présente, en fait, la première des choses que les administrés vont se tourner, la première institution, c'est vers la mairie, directement. Pour trouver des solutions, les premières actions, etc. Donc, je parle dans le cas d'une inondation, par exemple, la mairie devra faire face pendant les premières heures, les premières 24 heures, à l'événement avec la population. Donc, il est important que les communes se dotent de ce genre de dispositif pour pouvoir faire face dans les premières heures après la crise. Donc le plan communal de sauvegarde, donc comment il s'organise? Donc je les mets pour se dire, vous avez un classeur, je vous montre. Donc il s'articule sous forme de classeur, tout simplement. Donc on a choisi de faire quelque chose de simple. Donc il part des gros comme ça, mais on a des cartes opérationnelles, etc. Le but étant de ne pas faire quelque chose avec beaucoup de papier, mais quelque chose d'opérationnel et qu'on puisse réagir immédiatement. Donc il s'articule autour de deux grands axes. Un tronc commun qui va permettre de définir en fait les mesures générales, c'est-à-dire comment la commune va s'organiser, que ce soit pour une inondation, s'il y a un feu de forêt, une tempête, un camion d'essence qui se renverse à l'entrée de la commune. Donc tout un tas d'événements que grâce à ce classeur-là, on va pouvoir gérer avec une organisation communale. Donc le tronc commun va permettre avec une organisation organisée de la commune, des services techniques, etc., que je vais vous décrire un peu tout à l'heure comment ça va s'organiser. Ensuite, on va décliner les différentes actions en fonction des risques sur la commune. Donc il y a des actions qu'on peut entreprendre pour une inondation et qu'on ne va pas entreprendre pour un feu de forêt. Donc là, je vous décrirai vraiment spécifiquement les mesures par risque. Donc le plan communal de sauvegarde, c'est une boîte à outils. Pour l'équipe municipale, il faut le voir comme c'est un document de gestion de crise qui va permettre en fait à l'équipe municipale de faire face aux premières heures de l'événement, de faire face à un événement majeur, qu'il soit naturel, inondation, feu de forêt ou technologique. Un camion d'essence qui se renverse, un quartier évacué, etc. Donc tous ces éléments-là sont dans ce classeur-là pour pouvoir gérer l'événement. Il met en forme donc la stratégie d'intervention communale et d'organisation des moyens à la fois humains et matériels. C'est-à-dire que pour réaliser ce plan, ce dispositif, il faut à la fois des moyens humains, donc du personnel, il faut savoir qui fait quoi, comment le faire et avec quel matériel le faire. Il ne s'agit pas dès un événement de dérouler l'ensemble du dispositif, on va dérouler progressivement le dispositif en fonction de l'événement qui est en cours. Si on a affaire à une petite inondation ou à une grosse crue de la Baillerie qui menace le centre-ville, l'organisation ne sera pas la même et va se décliner de façon progressive. Le plan communal de sauvegarde, troisièmement, est une obligation légale suite à la loi du 13 août 2004. C'est la loi de la modernisation de la sécurité civile. Qui en fait, cette loi a donc obligé les communes qui sont dotées d'un plan de prévention des risques à se doter d'un plan communal de sauvegarde. Puisqu'en fait, là, c'est en matière de sécurité civile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première des choses que les administrés font, c'est de se tourner vers la mairie quand il y a un problème. Donc il faut que l'équipe municipale puisse répondre à cette demande de ses administrés. Donc le but de ce document, comme je vous l'ai dit, c'est d'assurer l'autonomie et l'indépendance de l'équipe municipale dans l'anticipation de la situation. Et aussi d'apporter une adéquation adéquate entre l'événement, quels moyens utiliser et avec quelles personnes, et en fonction de la montée en puissance de l'événement, on va mettre plus de personnes, plus de matériel à contribution. Donc le tout étant d'organiser l'ensemble. Donc là, comment on a réalisé ce classeur? Donc je vais vous expliquer un peu la méthode, comment on s'est basé. Et il faut savoir que déjà on a tenu compte déjà de toutes les crises que vous avez déjà traversées. Donc il y en a eu une pas plus tard qu'hier, donc avec un feu sur serveur, c'est important. Donc M. Collet me disait que la Saint-Barthélemy a été ouverte, donc préventivement, excusez-moi. Sa nouvelle a été ouverte, donc préventivement. Donc tout cela en fait font partie des choses que déjà la commune savait faire et qu'on a déjà intégré à ce document-là et on a essayé d'organiser et de mieux structurer l'ensemble. Donc le plan communal de sauvegarde s'organise déjà, le principal acteur reste monsieur le maire, qui va être donc le directeur des opérations de secours.
Donc monsieur le maire va avoir en fait 90% des interventions des services de secours à gérer. Si vous voulez, l'ensemble de ce dispositif, l'ensemble des décisions prises, les partenaires, quand on doit avoir des relations avec la préfecture, le conseil général, etc., c'est monsieur le maire qui va coordonner l'ensemble des équipes. Donc c'est la personne pilier de ce document-là. Il faut savoir que lorsqu'une crise dépasse la commune, c'est le préfet qui va prendre les rênes. Donc on parle, parce qu'on a un feu qui va concerner plusieurs communes, une inondation de grande ampleur. Là, au niveau départemental, est déclenché le plan sec, et là le préfet va prendre les rênes, mais il va demander quand même à monsieur le maire de garder un rapport avec sa commune, c'est-à-dire de faire le lien entre la population de sa commune et la préfecture. Donc afin de mutualiser les différents moyens. Donc monsieur le maire, dans ce dispositif, il a deux principales missions, c'est les deux grandes principales, c'est d'une part de vous prévenir, de diffuser l'alerte à la population, donc dans l'anticipation, parce que comme je vous le dis, c'est un plan communal de sauvegarde. Dans le plan communal de sauvegarde, il y a le terme sauvegarde, qui se distingue du terme secours. La sauvegarde, on est dans l'anticipation, c'est-à-dire que si on doit évacuer quelqu'un, on va le faire avant qu'il y ait l'eau. On ne va pas demander à un agent de l'équipe municipale d'aller vous chercher s'il y a un mètre d'eau dans la rue. Là, ça sera le secours, ce sera les pompiers qui viendront vous chercher. Mais les pompiers resteront en relation avec l'équipe municipale. Donc là, je prends l'exemple d'une inondation. Pour un feu de forêt, ce n'est pas la même chose. Là, le feu de forêt, on ne peut pas l'anticiper. Il se déclare et on doit le gérer. Donc là, ce sont les services de secours qui vont directement sur le sinistre. Et la commune peut être appelée à aider les pompiers en matière de régulation de la circulation. Donc on peut faire appel à l'APM. On peut demander à ce que la salle de partie-sol soit ouverte pour un régiment de pompiers. S'il y a des pompiers sur Cerbère, il faut les loger pendant 3 jours, il faudra bien les loger quelque part. Donc on peut demander à la commune d'ouvrir la salle pour pouvoir les loger. Donc tout ce dispositif-là, ça a été prévu pour faire face à différents types de situations. Et l'autre grande mission, c'est donc de mettre en sécurité les personnes exposées. Donc voilà les deux principales missions de monsieur le maire. Donc, le tronc commun de ce plan communal de sauvegarde, c'est donc le dispositif de gestion de crise, qui va s'adapter pour tout type d'événement qui pourrait se produire sur Bagnols-sur-Mer. Donc voilà la cellule de crise communale de la commune. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou. C'est mieux? Donc en haut, tout en haut, vous avez une cellule de commandement. Donc cette cellule de commandement, en fait, c'est là où va se prendre l'ensemble des décisions face à la gestion de l'événement. Donc elle est constituée donc, de monsieur le maire, le directeur des opérations de secours, de ses suppléants. Donc cette cellule de commandement elle sera localisée au premier étage de la mairie, donc directement dans les locaux de la mairie. Donc elle sera assistée de différents responsables, que ce soit police municipale, pompiers, etc., qui vont prendre des décisions à l'échelle communale pour pouvoir lancer les actions directement sur le terrain. Donc c'est par cette cellule-là que va se prendre l'ensemble des décisions. Cette cellule sera en rapport donc avec tout ce qui est les services associés, la préfecture, les communes voisines, que ce soit les services de secours, le conseil général, etc. Donc, cette cellule de commandement va gérer l'ensemble du dispositif et va surtout coordonner les 3 autres cellules que vous voyez en bas. Vous avez la cellule à gauche, la cellule de reconnaissance logistique, qui est composée principalement des services techniques. Donc ce sont des personnes qui seront chargées d'aller voir sur le terrain directement. On a établi des repères d'observation pour voir la montée des eaux, où c'est que les eaux montent. Ces informations seront remontées à la cellule de commandement et en fonction de ces informations-là, on saura directement préventivement où c'est qu'il faut barrer les routes, directement. Cette équipe sera chargée de tout ce qui est barrage des routes, s'il faut aller avertir quelqu'un directement ou aller chercher préventivement quelqu'un. Donc toutes les missions à réaliser sur le terrain seront réalisées par cette cellule de reconnaissance logistique. À droite, vous avez la cellule hébergement ravitaillement. Donc cette cellule-là va être mise en place pour tout ce qui est la mise en place d'un centre d'hébergement. Je parle pour une inondation, en mars dernier, mars 2010, un épisode neigeux conséquent. Il y a des automobilistes coincés sur la commune, il faudra bien les loger. Donc on a établi donc des centres d'accueil, donc la salle partie fait partie,
qui seront ouverts, et c'est cette cellule d'hébergement qui sera chargée d'organiser le dispositif concernant le relogement, l'hébergement, le ravitaillement, etc., l'installation des picots, etc. Donc cette cellule sera adaptée pour ce dispositif-là, pour le relogement. Enfin, à droite, vous avez la cellule de transmission-communication. Là, ce sont les personnes qui seront directement derrière le standard de crise à la mairie et qui recevront vos appels. Quand vous les appellerez directement à la mairie, elles seront chargées de vous transmettre les mesures qui auront été prises au PC crise, c'est-à-dire par la cellule commandement. Si on vous dit plutôt de préparer vos affaires ou de vous mettre en sécurité dans les étages ou alors de vous préparer à être évacué, selon vous êtes habitué. Les différents quartiers ont été listés, on a listé les différents enjeux qui sont les plus exposés. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà en gros la principale organisation à l'échelle communale. En bas à gauche, vous avez des référents, on a mis des référents en haut. Parce que comme vous le savez, la commune de Bagnols, c'est un territoire communal très étendu, avec des hameaux sur l'intérieur qui peuvent se retrouver isolés. Donc on a prévu un système des personnes qui feront le relais d'information entre le PC de crise et les hameaux directement sur le terrain. Donc on a pris également en compte le risque de coupure d'électricité, on vous expliquera tout à l'heure. Donc il faut savoir que par exemple les personnes que vous voyez en rouge sur ce dispositif, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas déclencher toute cette organisation-là dès la moindre pluie ou la moindre chute de neige, on est bien d'accord. Hein. Ça va se déclencher progressivement. Bon, après c'est sûr que si l'événement, on peut avoir un événement qui va s'étaler sur 4-5 jours et un autre qui va se durer sur 2 heures. Donc là, on va avoir des personnes que vous voyez en rouge, ce sont les personnes prioritaires qui vont être mises directement dans le suivi de l'événement en premier lieu. Après, en fonction que si l'événement prend de la puissance et devient de plus en plus important, on déclenchera le reste des personnes. Je vais vous dire quand c'est qu'on va déclencher l'ensemble du dispositif. Donc concernant les lieux d'accueil, qui concerne donc la mise en sécurité des personnes sinistrées, ça s'adresse pour les habitants de la commune, mais s'il y a également des personnes qui sont coincées sur la route, comme c'est souvent le cas, entre Bagnols, Pouilloux, etc., on a souvent des éboulements, des personnes qui sont coincées sur la route, il est nécessaire de reloger. Donc en termes pour l'inondation, on a choisi donc comme salle d'accueil la salle Martissol, donc cette salle-ci, puisque c'est la seule salle qui est vraiment hors zone inondable. Donc qui n'a pas de risque d'avoir de problème, parce que la salle Novelty a le premier étage qui pourrait être le rez-de-chaussée qui pourrait être concerné. En novembre 2011 d'ailleurs, elle a eu les pieds dans le donc voilà. Donc après, si vous voulez, pour tous les autres risques, la neige, les tempêtes, etc., on pourra également utiliser la salle Novelty et le gymnase en plus de la salle Martissol si vraiment on avait à gérer beaucoup de... imaginez, vous avez 3 quarts qui se prennent sur la commune, il va falloir loger les gens. Donc on a envisagé différentes éventualités, en partant toujours à une éventualité d'un événement très fort. On a préféré envisager un événement très fort pour ne pas se les faire dépasser par les événements. Important pour la population, c'est comment vous allez être informés, vous, les populations, quand la situation va commencer à devenir un peu sérieuse. Et ben on a listé différents moyens sur la commune pour pouvoir être informés. Donc ces différents moyens seront progressivement mis en place. Là aussi, on ne va pas déclencher tous les moyens d'un coup. On va les déclencher petit à petit. Au premier temps d'un événement, on pourra se servir dans un premier temps tout simplement du téléphone. Dans ce document-là, on a listé toutes les zones qui pourraient être susceptibles d'être touchées, etc., avec un annuaire de crise, avec vos numéros, etc. On pourra vous joindre directement sur vos portables pour vous prévenir en temps réel si jamais il y a quelque chose qui pourrait vous impacter. Donc là, c'est l'appel téléphonique ciblé. Deuxièmement, en cas où vous ne répondez pas au téléphone, il y a une personne, on ne sait pas ce qui est arrivé, il faut tomber dans l'escalier, dans la nuit, etc. L'équipe de transmission transmettra aux agents techniques d'aller voir directement la personne directement chez elle. Là aussi, avant qu'il y ait l'eau, dans la rue, on ne va pas demander à des équipes d'aller directement se mettre dans le pétrin, dans les rues, etc. Si on ne peut plus passer, ça devient les secours. On prévient les secours et les secours se chargeront d'y aller. Donc là, on est dans le préventif. Sur la commune, vous avez des panneaux à messages variables. Ces panneaux pourront être utilisés aussi pour vous prévenir, notamment en cas d'événements annoncés.
Donc ça peut être un autre moyen également pour vous prévenir. Important, la PMA pourra s'équiper aussi d'ensemble mobile d'alerte, donc des haut-parleurs qui seront fixés directement sur les véhicules municipaux qui auront des zones à traiter en priorité en cas d'événement rapide. Donc vous serez directement prévenu, s'il faut vite être prévenu, vous serez prévenu par ce moyen-là. Et en cas vraiment de gros sinistres, là, on déclenchera, donc la commune de Banyuls a la caserne des pompiers sur son territoire, donc on déclenchera la sirène. La sirène permettra donc aux habitants d'être avertis de façon immédiate. Donc il faut savoir que la sirène, on l'utilisera vraiment pour un événement de type crue de la Baillerie avec risque de débordement sur le centre-ville. Si je parle aux gens, ça équivaut à la crue du 19 septembre 1971. C'est la plus grosse crue qui est connue à la commune sur Banyuls, avec débordement de la Baillerie sur toute la rive gauche. Donc voilà les principaux moyens d'information. Donc avec la commune, on a réfléchi à d'autres, on est en train de réfléchir actuellement sur d'autres moyens de communication. Donc ce document va être amené à évoluer au fil des événements, etc. Donc voilà pour le tronc commun. Donc ça, tout ce que je vous ai présenté là, les dispositifs de gestion de crise, les salles d'accueil, etc., ils pourront très bien s'adapter pour une inondation, pour un feu de forêt, pour une chute de neige, pour un camion d'essence, un quartier évacué parce qu'il y a un accident de matière dangereuse, etc. Donc ça, c'est le volet tronc commun. Après, on a décliné en fonction des différents risques sur la commune. Les différents risques, on les a pris en fonction du DDRM, c'est le dossier départemental des risques majeurs, qui a été établi par la préfecture, et qui liste l'ensemble des risques dont la commune est concernée. Mais ces risques, la commune de Banyuls est concernée par de nombreux risques, comme vous le voyez. Il y a l'inondation, le feu de forêt, le mouvement de terrain, le séisme et le transport de matières dangereuses. Donc c'est 5 risques à traiter. Donc en fonction de tel ou tel risque, il y a certaines actions qui peuvent changer. Donc je vais vous les présenter. Donc tout d'abord le risque inondation. Donc voilà le territoire communal, c'est un peu foncé. Je ne pourrais pas faire mieux. Vous voyez je vais vous présenter, il y a une autre carte après qui vient qui est plus importante. Ça, voilà, en fait, là le principe c'est de vous montrer un peu le territoire communal de la commune. Donc vous voyez, un territoire très étendu, très escarpé. Donc c'est quand même une topographie assez particulière avec la mer Méditerranée, avec directement des pentes abruptes derrière l'arrière-pays. Donc ce plan communal de sauvegarde, il va prendre en termes d'inondation différents types d'inondations. Il faut savoir qu'on n'a pas tous les jours une crue de la Baillerie, heureusement. Donc il va prendre en compte non seulement la Baillerie, ses débordements, mais également les divers ruisseaux, que ce soit le Matifoc, le Valpombo, etc. Le Séris, etc. Donc tous ces ruisseaux-là vont être pris en compte. Il se peut qu'on ait par exemple un débordement du Séris et pas du tout de la Baillerie. Là également, ce dispositif va permettre de traiter ce type d'événement-là. Il prend également en compte le ruissellement urbain. Si par exemple, je vous donne un exemple, là, on est le 14 juillet, il fait un magnifique soleil le matin, vous avez un gros orage après-midi qui va vous lâcher 70 mm en 1 heure. Vous allez sûrement avoir des problèmes sur les voiries. Les cours d'eau ne vont pas déborder, mais vous aurez peut-être 20 à 30 cm d'eau sur les routes, avec des touristes, etc. Donc ça risque d'être un peu la pagaille. Donc là, également, ce dispositif va permettre de gérer cet événement-là. Donc voilà. Il s'adapte à la fois à un événement qui est long dans le temps, si on a une crue sur la Baillerie sur 24 heures, mais généralement, c'est des événements qui sont très très rapides. C'est-à-dire à partir du moment où ça tombe, ça ruisselle, il faut 1 heure maximum, voire 2 heures, et on a les premières réactions directement. Donc à partir de ce constat de la topographie, le contexte géographique de la commune, on a établi des scénarios d'inondation en fait. Comment les gérer? Donc on a établi deux grands scénarios. La zone du plan 1, donc c'est ce qui correspond en orange en fait. Vous avez le zoom sur le centre-ville à droite. Ça correspond en fait au débordement de plusieurs ruisseaux de la commune. Donc c'est les ruisseaux du Valpombo, du Séris, Matifoc, etc. Il prend en compte également des ruissellements urbains qu'on vient de parler. Donc ça c'est pour le plan 1. Le plan 1 est déclenché pour ce type d'événement. Le plan 2, là on est sur un événement type Armageddon, malheureusement on est obligé de prendre en compte. C'est vraiment une crue exceptionnelle de la Baillerie avec un débordement en rive gauche. Donc
Là, c'est une grosse partie de la commune qui sera concernée. Donc on est parti de ces deux grands plans, et après on a établi l'échelle, ce que l'on appelle un des piliers du plan communal de sauvegarde, c'est l'échelle de risque. Cette échelle de risque, ça va permettre en fait à l'équipe municipale de savoir quand déclencher le plan, à partir de quelle limite, et en fonction de cette limite-là, on va engager telle ou telle action. Donc le but étant d'être bien prévu, bien organisé pour réaliser le plus rapidement possible ces actions. Donc tout en bas, vous voyez, en vert foncé, hop, c'est un peu mieux comme ça. Donc ça correspond en fait à la vigilance, c'est la phase de vigilance. La phase de vigilance correspond, comme il y a eu il y a 2 jours, une vigilance orange, vent violent, pluie, inondation, neige, différents types de vigilance orange. Donc là, on est sur un événement qui est annoncé, mais il ne s'est pas encore produit sur la commune. Il peut très bien avoir lieu plutôt côté Corbière, plutôt sur la plaine, et pas du tout toucher la commune de Bagnos. Donc on est sur un événement qui est hypothétique. Donc il ne s'est pas encore produit, on n'a pas encore de pluie sur la commune. À partir du moment où l'événement commence sur la commune, on a les premières pluies ou les premières chutes de neige, les premières rafales de vent, etc. Là, à partir de certains seuils, de ces fortes pluies, on va passer directement en préalerte. Préalerte, ça veut dire que des premiers agents vont commencer à surveiller un peu sur le terrain ce qui se passe. Le but là, c'est de ne pas déclencher, dès qu'il y a des fortes pluies, on ne va pas déclencher directement l'ensemble du dispositif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura déjà les premières pluies, avec des premiers ruissellements un peu dans les rues, là, les premiers agents vont aller voir un peu sur le terrain ce qui se passe, si la tendance est plutôt à s'empirer ou plutôt l'événement commence à baisser. Si l'événement commence à baisser, on ne déclenchera pas plus le dispositif. Il faut le voir comme une montée en puissance. Donc là, c'est la phase de préalerte. Ensuite, l'événement continue, la situation s'aggrave. Là, on va passer directement en plan 1, c'est-à-dire la mise en charge des premiers ruisseaux, donc le Céris, le Valpompeau, le Matifoc. Je ne parle pas des 3 en même temps, hein. Ça peut être le Céris ou le Matifoc, ça dépend de l'un et l'autre, hein. Ce n'est pas les 3 en même temps. Hein. Donc, à partir du moment où on commence à avoir les premières mises en charge des premiers ruisseaux, là, on passe directement en plan 1. Le but étant d'agir le plus rapidement possible parce que sur la commune de Bagnos, les événements sont très rapides. Les réactions, en 3 heures, on peut vraiment avoir des gros débordements sur la commune. Donc dès les premières mises en charge, le dispositif est lancé, la commune se regroupe en mairie et va mettre en place les premières dispositions directement. L'événement, là, on est sur un événement vraiment exceptionnel, type 71, les pluies continuent, on voit que la situation empire, etc. On est obligé de le prendre en compte également, c'est vraiment une crue exceptionnelle. Mais là, on atteint une crue importante, la Baillerie commence vraiment à charger et on n'est pas loin de débordement au niveau de la rue des Orangers. Donc là, on aura un seuil visuel. L'équipe municipale va aller voir au niveau de la rue des Orangers quand on sera à 1 mètre sous le parapluie de au bas de la rue des Orangers, le plan 2 sera déclenché. On sera pas loin du débordement en centre-ville. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Baillerie, c'est un cours d'eau qui est suivi par le site Vigicru. Vigicru sur Internet, qui va permettre à l'équipe municipale un peu de voir directement sur Internet comment la rivière réagit au niveau de la forge. Si on a un gros pic à la forge et qu'elle atteint 3 mètres, là également, ce sera un deuxième repère pour déclencher le plan 2. Ces repères visuels vont servir à la commune, à l'équipe municipale de savoir quand déclencher ce plan. Pour ne pas le déclencher trop tôt, mais ni trop tard. Donc là, au moins il y a des repères bien visuels et comme ça au moins la limite est fixée. Donc en fonction, vous le voyez à droite, en fonction de ces différents seuils, vous avez toujours des mesures qui vont crescendo, des actions à entreprendre. On va d'abord informer les ERP par téléphone, puis peut-être après on va commencer à dire mettre en sûreté ou alors à évacuer les premiers enjeux, etc. Donc ça va monter vraiment progressivement. Donc voilà pour l'inondation, hein, c'est les gros piliers. Donc là je ne rentre pas, bon après la commune a tous les détails techniques, etc. les actions. Hein. Là c'est la population, voilà en gros comment le dispositif fonctionne. Un autre élément
élément important, le feu de forêt. Donc c'est un gros risque majeur sur la commune, hein. Donc, on l'a vu il n'y a pas plus tard que 2 jours, même si c'était sur la commune de Saverne. Donc le feu de forêt, c'est un feu qui est un risque qui est très présent sur Bagnous. Mais là, le constat il est simple. Entre 1973 et 2012, on n'a pas eu pas moins de 145 feux de forêt qui se sont déclarés sur le territoire communal. Donc ils ont brûlé pas plus de plus de 3748 hectares. Donc on s'est basé sur une source Prométhée, c'est un outil qui est utilisé par les INDES. Donc c'est des sources sûres. Donc voilà le constat sur Bagnous. Donc le contexte il est simple, on a une végétation méditerranéenne, on a un contexte très venté sur la commune. Donc de suite, dès qu'il y a la moindre étincelle, ça part et le vent attise les flammes, etc. Tout le monde connaît un peu le principe. Donc à travers les zonages, on a établi un zonage de feu de forêt, donc avec une carte. Je vais vous montrer. Peut-être montrer la carte. Hein. Non, exposé. C'est bon. On a mis en place donc une carte du feu de forêt, donc au format 0. C'est un outil opérationnel qu'on a fait également pour l'inondation. Le but étant que cette carte soit affichée directement au PC Crise et qu'elle puisse coordonner l'ensemble des équipes. Donc c'est un outil simple, rapide et efficace. Donc pas trop de papier, directement on affiche sur le mur, on sait où c'est qu'il faut agir. Donc on a listé en fait les différentes zones d'aléas de feu de forêt, et dans ces zones il y a des enjeux. Il y a parfois vos habitations, des ERP, etc. On les a listés là également. Donc en fonction de là où se situent ces enjeux, je vais vous laisser M. Poursoubir vous la montrer. Donc cette carte sera directement, elle existe également pour l'inondation de cette taille, elle sera directement affichée pour PC Crise en mairie, pour l'équipe municipale. Elle permettra directement à l'équipe de pouvoir savoir où agir et comment agir directement sur le terrain. Donc cette carte, elle liste les différents enjeux qui pourraient être touchés par cet aléa. Donc on a recensé toutes les habitations, les hameaux isolés notamment, qui pourraient être sévèrement touchés. Donc là aussi, la commune, un annuaire de crise sera rejoindre, etc. Donc là aussi, des mesures ont été prises pour faire face. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à la différence de l'inondation, le feu de forêt, on n'a aucune anticipation. C'est-à-dire que quand on ne sait pas s'il va y avoir un feu de forêt ou pas. Donc quand il se produit, il faut faire face. Donc là, ce sont directement les services de secours qui vont aller sur le terrain. Mais la population, quand même, il se peut que le chef des pompiers demande à monsieur le maire, monsieur le DOS, d'évacuer telle masse, préventivement. Que les pompiers sont sur le front, ils n'ont pas le temps d'aller directement, ils demandent à la commune de les aider. Donc préventivement, la commune va se charger d'aller évacuer telle ou telle personne. Donc voilà. Là aussi, on ne va pas vous demander de traverser le feu. Hein. C'est seulement dans la sauvegarde. Hein. On ne demandera à personne de traverser, de se mettre en danger, à l'équipe municipale de se mettre en danger pour aller chercher quelqu'un. Sinon, c'est les secours qui s'en chargent. En termes de feu de forêt, je vais le rappeler, vous les connaissez. Hein. Donc, tout au long de l'année, le rôle et l'intervention de la municipalité, c'est de faire respecter le débroussaillement tout autour des habitations. Hein. Donc, les règles de débroussaillement elles sont toujours en vigueur, donc il faut les respecter, parce que ça permet vraiment de couper le feu pour les pompiers. Et surtout le respect de l'utilisation des feux dans les massifs. Donc tout le monde le sait, en période estivale, le feu est proscrit dans tout le massif forestier, hein, surtout dans ces régions méditerranéennes. Donc vraiment respecter ces règles d'usage qui sont importantes et qui permettent parfois d'éviter des accidents bêtes. L'accident du Bertus cet été, l'été dernier, c'est une cigarette qui a brûlé, qui a fait partie de plusieurs milliers d'hectares en fumée, avec les conséquences qu'on connaît. Donc pendant l'événement, comme je vous le disais, selon l'ampleur du feu, le feu de cet été de la Jonquière, là on n'était plus sur un niveau communal, là, on était sur un niveau même national. Hein. Donc là, selon l'ampleur du feu, le préfet et le directeur des opérations de secours. Mais il va quand même garder une relation avec monsieur le maire, le DOS, le directeur des opérations de secours. Donc en fonction le maire doit garder toujours un œil sur sa commune.
Donc toujours avoir un lien, comment s'organiser s'il faut ouvrir une salle, etc. C'est pour cela que ce document reste quand même, pour cette aléa-là, très important. De manière directe ou indirecte. Donc le but étant de collaborer avec les pompiers si jamais et la préfecture pour la prise de décision, c'est-à-dire que s'il faut ouvrir un lieu d'accueil, il faut que la commune puisse répondre. Donc l'assistance des services de secours pour le repos, l'alimentaire, la gestion des routes. On peut demander également, on est en plein mois d'août, la RN est coupée entre Sévère et Banyuls, donc ce fut le cas hier. Il se peut que les pompiers vous demandent à la commune dans un premier temps de gérer peut-être le trafic routier, de mettre en place une déviation, etc. Donc ça peut être possible. Donc là aussi, la commune devra faire face. Donc voilà pour le feu de forêt, les principales règles à respecter en termes de population. Là également, il y a tout un aspect technique qui a été vu avec la commune. Il y a un exercice de simulation qui a été réalisé également. Donc la commune va s'entraîner au fur et à mesure des événements. Le troisième risque, le mouvement de terrain. À Banyuls, c'est un risque qui est également présent. Notamment le long des voies et les voies d'accès, que ce soit par Sévère ou par Bourgogne. On a souvent des éboulements sur la route. Donc il se caractérise sur le territoire communal par trois types d'aléas. Ça peut être des éboulements et des chutes de blocs, ça peut être tout simplement des glissements de terrain, ou des réavinements par érosion, le long des falaises, etc. Donc les deux principaux enjeux qu'on a recensés qui pourraient être concernés sur le territoire communal, ce sont essentiellement la zone artisanale et la zone du Carrefour Market. Ce sont les deux principaux enjeux qui pourraient être impactés en cas de glissement de terrain. Il faut savoir que ce type de phénomène, le mouvement de terrain, il peut se produire de façon naturelle, sans événement, mais la plupart du temps, il est souvent lié à des épisodes de forte pluie. Donc généralement, les éboulements se présentent souvent après un épisode pluvieux conséquent, ou un fort coup de mer, donc la route est souvent éboulée. Mais on peut avoir également un glissement de terrain sans qu'il y ait, à l'heure actuelle, il peut avoir fait une bonne journée, il peut y avoir un risque de glissement ou de chute de bloc. Ça, c'est tout à fait possible sur la commune. Et les enjeux qui sont exposés, c'est essentiellement la zone artisanale et le Carrefour Market. Donc on a établi ces enjeux-là pour la commune. Après, comme je vous ai dit, ça peut être les voiries à certains niveaux, notamment les routes d'accès. Le séisme. Donc le séisme, ça c'est à l'échelle même du département. Donc le séisme fait partie dans le département des Pyrénées-Orientales, est un risque qui est présent. Donc vous le voyez à la carte, c'est la carte du nouveau zonage d'aléas sismiques qui a été réalisé l'année dernière par le gouvernement. Donc Banyuls se situe en zone de sismicité 3. C'est-à-dire c'est un aléa modéré, mais qui pourrait causer des dommages aux habitations en cas de survenue. Il faut savoir que le dernier grand tremblement de terre sur le département, c'est celui du 18 février 1996, sur Saint-Paul-de-Fenouillet. Donc parce qu'on a la proximité de la chaîne des Pyrénées, donc du coup un certain nombre de failles, que ce soit le long des Albert, des Corbières, etc. Donc qui sont susceptibles d'un jour de bouger. Donc d'entraîner des secousses qui pourraient être dommageables sur la commune. Donc en matière, il faut être clair, en matière de séisme, en matière en France, au niveau préparation, on n'en est qu'au début encore. Donc maintenant les règles de construction doivent prendre en compte ce type de zonage, donc doivent prendre en compte les règles parasismiques, etc. Donc des choses existent, des règles qu'on a dû également faire de la commune, donc qui existent. Je ne peux pas vous dire si demain par exemple la Saint-Barthélemy va résister à un tremblement de terre de force 7, sur l'échelle de Richter, mais les nouvelles constructions maintenant doivent respecter ces règles parasismiques. Donc on va vous donner, vous aurez par la suite normalement un document, un dossier d'information sur les risques majeurs, c'est le DICRI, dossier d'information communal sur les risques majeurs, dans lequel vous aurez directement tout ce qui est des règles de conduite à tenir en cas de séisme. Si vous êtes dans une habitation, vous mettez directement sous un bureau, c'est des réflexes directement à avoir. Si vous êtes dans la rue, mettez plus loin des fils électriques, plein de respect d'utilisation qu'il faut penser. Donc ce document-là, vous l'aurez, il sera distribué à l'ensemble des habitants, donc quand la mairie recevra le document. Donc voilà, en matière sismique, le département, le gros
le plus gros tremblement de terre que le département ait connu, il remonte aux années 1800 et quelques. Donc vraiment on avait eu des dégâts sur la plaine. Mais on est plutôt sur un risque, mais en matière d'historique, on n'a pas trop de données dessus. Le transport de matières dangereuses, ben là aussi, il est très présent également, puisqu'on a la voie ferrée, on a les routes départementales, on a l'accès à l'Espagne. Donc évidemment, vous avez des camions, des wagons qui passent avec toutes sortes de liquides, essence, acide, toutes sortes de matières dangereuses qui sont susceptibles, en cas d'accident, de poser problème et de représenter un risque pour les populations alentours. Donc comme je vous le disais, à Banyuls, donc on surveille essentiellement les deux grands axes liés au risque de TNT. Ce sont la RD 914, donc qui permet de faire la jointure avec l'Espagne et la plaine, et la voie ferrée. Donc ce risque il peut se traduire par trois types d'aléas. Ça peut être une explosion, un risque d'explosion, un risque de pollution, si on a un produit pour une zone de 500 mètres à établir, etc. le long des grands axes de communication, ou une contamination. Donc tous ces trois types d'aléas ont été également pris en compte. Le but étant qu'en fait, si vous voulez, là également pour le zonage du TNT, on a fait une carte à zéro pour la commune, on a fait un périmètre de 500 mètres autour des plus grands axes de communication, et à l'intérieur de ces 500 mètres, on a listé tous les enjeux. Là également, pour le transport de matières dangereuses, la principale recommandation, le plus souvent, c'est de rester confiné chez soi et de se confiner directement. Donc on va sortir, on parle par exemple d'une pollution de l'air, on va vous demander de mettre des chiffons mouillés directement en bas des fenêtres, etc. Donc ça aussi, toutes ces règles de conduite, vous les aurez à travers le DICRIM que vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres. Donc voilà les principaux risques sur Banyuls. Donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, on va en discuter tout à l'heure. Donc un sujet important qui me semblait important de traiter, c'est la réserve communale de sécurité civile. Donc je vous explique. Le plan communal de sauvegarde, donc il est mis en place par l'équipe municipale, mais pour faire face à une crise de grande ampleur, il y a la crise en elle-même, mais il y a aussi l'après-crise. Quand je parle de l'après-crise, c'est tout ce qui est nettoyage, déclaration d'assurance, etc. Tout un tas de la post-crise qui demande à l'équipe municipale de continuer à gérer les services, l'événement en même temps. Donc il se peut que la commune ait besoin de personnes pour pouvoir faire face à cet événement. Donc en fait, la réserve communale de sécurité civile, c'est un partenariat qui va être fait en fait entre une personne de la commune qui souhaite rentrer dans la réserve communale de sécurité civile sous la base du volontariat. C'est un contrat qui est signé entre un partenariat entre la commune et vous-même. Donc il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de rémunération. Donc c'est vraiment sur la base du bénévolat. Et son but c'est d'apporter un soutien au maire en fait. À la situation de crise, que ce soit dans les actions d'information de la population, s'il faut faire passer un message dans les différents quartiers, etc. Je parle vraiment après la crise. Si on vous demande vraiment d'aller nettoyer telle rue, on est vraiment sur un événement. Je reprends souvent l'exemple de la tempête Gizintia, donc qui avait eu lieu. Donc on a eu de gros dégâts sur la commune a été très touchée, vous le savez, vous avez vu vos informations. Donc la commune a été contente de voir arriver des bénévoles donc, qui les ont aidés à gérer l'événement en matière de nettoyage, etc. Mais tout ce monde, il fallait le gérer. Parce qu'autant vous pouvez avoir des personnes qui viennent avec de bonnes intentions et d'autres qui peuvent venir et ça peut être vite de la désorganisation. Donc là, ça aussi, ça peut être un moyen à la commune de pouvoir s'organiser et même de gérer le plus efficacement possible pour un retour à la normale. Quand je parle retour à la normale, c'est la réouverture des services, des voies de communication et la vie reprend un peu son cours. Donc, parce qu'on a toujours, les gens pensent que l'événement, c'est quand une inondation se présente, il y a de l'eau et l'eau s'en va et c'est terminé. Non, l'eau s'en va et c'est terminé, là c'est la post-crise. Parce qu'il y a toujours une période où il faut tout remettre en marche, les installations, etc. Donc ça, cette partie de l'événement est très importante et c'est généralement la plus éprouvante pour les gens, donc pour les habitants, quand il faut nettoyer, faire le constat des dégradations, etc. Donc ça, c'est un élément important. Je sais que la commune a beaucoup d'associations sur le territoire communal, donc pensez-y.
Donc pour conclure, de façon brève, donc le plan communal de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? C'est une référence communale qui va permettre à la commune de gérer la crise dans le cas de la survenue d'un risque majeur sur le territoire communal, qu'il soit naturel ou technologique, la définition. C'est un guide, et en fait cet outil, la commune va l'ouvrir pour s'il faut déclencher un centre d'accueil, s'il faut appeler quelqu'un. Le but étant que tout soit regroupé dans ce classeur-là, de manière la plus efficace. Que tous les éléments y soient. Si on doit appeler la préfecture, avoir une information de tel site, etc. Toutes les informations sont répertoriées dans ce document pour tel ou tel risque. Donc son principal but, c'est d'informer et sauvegarder la population exposée, assurer l'accueil des personnes sinistrées, déployer les différents moyens matériels adéquats en fonction des événements, également les moyens humains. Mais c'est aussi une partie importante, c'est pour se préparer au jour J, il faut que vous soyez prêts, que vous sachiez où c'est que vous devez appeler, comment vous réagir, quelles sont les consignes de sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle l'information préventive. Donc tout ça vous l'aurez à travers une plaquette, donc il vous sera remis, hein, c'est le DICRI. Donc ce plan communal de sauvegarde, pour finir, donc vous l'avez vu, le format, hein, c'est ce type de classeur. Le principal objectif de ce document, c'est qu'il reste, que le jour J, qu'on l'ouvre, qu'il ne soit pas obsolète. Et pour cela, c'est un document qui doit surtout être maintenu à jour, régulièrement. Parce qu'à la fin du classeur, il y a toute une série d'annuaires de crise avec des numéros de portable, des numéros de téléphone, etc., qui vont servir directement au moment de la crise de pouvoir contacter telle ou telle personne et en fonction d'agir le plus rapidement possible. Donc, il a été convenu, on a expliqué à la commune, etc., que ce document sera mis à jour, notamment cet annuaire de crise, toutes les années. Parce qu'on le sait, dans nos sociétés, les gens changent régulièrement de téléphone, que ce soit portable, fixe, etc. Donc cet annuaire sera chaque année sera remis régulièrement à jour. Puis tous les 5 ans, on refondera complètement ce document-là. On verra ce qui va, les choses à améliorer, les actions à revoir, etc. On va se baser également, parce que vous allez connaître peut-être d'ici les 5 ans une grosse crise. Qu'elle soit petite ou moyenne, mais si ce document est déclenché, à partir du moment où on fera un retour d'expérience dessus. C'est-à-dire qu'on verra qu'est-ce qui ira pas, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut laisser, etc. Donc ce travail-là est important parce que plus on va le travailler, plus on va s'approcher de la réalité, et plus après on sera à même de répondre au plus vite possible, le plus efficacement possible au risque. Mais ça passe, comme je vous ai dit, par vraiment une connaissance de chaque citoyen, chaque personne doit savoir à quoi elle est exposée. Que ce soit son habitation, et quoi faire, où se rendre, quels sont les lieux d'accueil, comment s'y rendre, etc. Donc ça passe vraiment par l'information préventive. Donc pendant l'événement ou après l'événement. Donc ce document-là, vous l'aurez en fait, ce document de ce PCS, vous pourrez le consulter en mairie. Pas le classeur en entier, puisqu'on a des numéros personnels, la population, on ne peut pas communiquer à la population, mais il y aura un format synthétique qui pourra être consulté en mairie par les citoyens. Donc vous pourrez directement venir en mairie pour le consulter. Puis il sera suivi, comme je vous l'ai dit, donc une distribution aux habitants du DICRI, donc une plaquette DICRI, où là vous seront expliqués, vous seront remis directement dans les boîtes aux lettres, vous seront expliqués directement les consignes de sécurité pour chaque risque, les zones d'aléas, etc. Donc voilà en gros la présentation. Si on félicite les élus et les techniciens parce qu'un catalogue de procédures utilisées en cas de mise en danger de la population par des phénomènes, c'est très bien. Mais il m'a semblé qu'il y avait un phénomène qui se produit fréquemment et qui n'a pas été pris en compte, pas suffisamment. En tout cas, vous en avez parlé, mais je n'ai rien vu par rapport à ça. C'est l'épisode neigeux. Tous les 5 ans, on y a droit. C'est pas grave la neige. Sauf qu'ici, chaque fois qu'il neige, on n'a pas d'électricité pendant 3 jours. Avec l'arrière-pays, il y a des jours en temps normal, tous les jours, il y a des gens qui sont en difficulté. Il faut aller les secourir. Dans des périodes comme ça, vous avez en plus pas d'électricité, donc pas de chauffage, des situations de stress. Les gens fragiles sont facilement, et tous les ans, quand nous avons un épisode neigeux, nous apprenons après qu'il y a des gens qui ont dû être secourus, qui étaient en difficulté. Comment faire pour prendre en compte ce phénomène, qui est un phénomène vrai, qui met les gens en difficulté à chaque fois, alors qu'il n'y a pas de téléphone,
il n'y a pas de moyens de communication. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait, par exemple, sur le Masparé ou dans les arrières du pays, il y avait des cellules qui se tenaient en contact avec la mairie. Mais quand il n'y a pas de téléphone, quand on ne peut pas circuler, comment on fait s'il y a des gens qui sont en difficulté? Ça me paraît quelque chose d'important et pas, ça ne relève pas d'une vue de l'esprit, parce que tous les 5 ans, on y croit. Effectivement, oui, les épisodes neigeux, comme je vous disais en fait au tout début du tronc commun, donc tout ce qui est gestion de crise, etc. Donc cette gestion de crise, elle pourra s'adapter également pour un aspect neigeux, hein, sur les salles, etc. qu'on pourra offrir. Ça s'adaptera également pour l'épisode neigeux. Par contre, pour tout ce qui est, effectivement, on a beaucoup parlé avec la mairie donc de cette situation en cas de coupure d'électricité, donc qui pose vraiment problème. Parce que c'est vrai, c'est le principal problème. Donc effectivement, la commune se dote en fait de générateurs de secours. Donc elle en a à disposition. La commune réfléchit si elle doit en acquérir, etc. Et également aux différents moyens de communication. On a parlé, il y a la présence de talkie-walkie qui pourrait être utilisé. On a également peut-être parlé de possibilités, bon ça après c'est la commune qui gérera, mais on a plusieurs moyens, il y a les balises, les téléphones satellitaires aussi, les balises satellitaires, qui sont de bons moyens également. On a les talkie-walkie, on a mis en place également une ligne réservée, c'est-à-dire une ligne analogique qui fonctionne sans électricité, également, mais qui permettra au maire, M. Le Dos, de pouvoir rester en contact avec les services associés, la préfecture, le conseil général, etc. Il est vrai que pour les personnes qui seront amenées à être dans les hameaux isolés, là il faudra voir avec la commune comment on peut être amené à un système de talkie-walkie, etc. pour pouvoir gérer l'événement. Voilà. Mais en matière de gestion de crise, ça d'accueil, ouverture, etc., comment s'organiser, ça reste la même chose. Les gens doivent se rendre, ceux qui sont prévus dans le dispositif se rendront en mairie pour gérer l'événement. Après, oui, l'électricité va tomber. On a mis en place les générateurs. Les générateurs devront alimenter les principales salles. Donc ils vont être mis en place. La mairie réfléchit donc à l'acquisition de peut-être futur. Donc, peut-être M. Collin, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui. Pour répondre à monsieur, lors des derniers épisodes neigeux sur Bagnols-sur-Mer, je peux vous assurer, d'abord, moi-même j'y suis allé, nous sommes allés sur les masses, aussi bien quand il y a eu des inondations, que les pompiers ont apporté du pain et de l'eau à tous les habitants des masses. Tous les masses ont été visités quand il y a eu cet épisode neigeux. C'est sûr qu'il n'y avait plus de téléphone, ni de téléphone fixe, ni de téléphone mobile, sauf le deuxième jour où un relais Bouygues a pu fonctionner. Nous n'avions aucun moyen de contacter la préfecture, ni rien du tout. Donc on ne pouvait intervenir avec les pompiers, hein, on avait quelques moyens, mais c'est vrai qu'on était coupé du monde. Mais Cerbère était coupé du monde, Bagnols était coupé du monde, et Port-Vende était coupé du monde. Voilà. Et la commune, bien sûr, avec le chasse-neige, est intervenue aussi jusqu'à Collioure pour dégager la route, et bien sûr, tous les véhicules qui étaient du bas-côté, sur le bas-côté de la route, beaucoup de véhicules étaient venus pour se rendre à Bagnols ou partir de Bagnols et obstruer la circulation. Voilà, merci. Oui. Merci. Parmi les différents risques que vous avez énumérés, il y en a un qui n'est pas cité, ce qui m'a un peu surpris. C'est les risques provenant de la mer. Je pense en particulier à l'échouage de bateaux qui pourrait se traduire par une pollution importante. Et ce n'est pas de la fiction, puisque j'ai lu récemment sur l'Indépendant qu'un bateau, un cargo assez important, qui se venait d'Espagne et se dirigeait sur Port-Vende, a eu des problèmes de navigation et je crois qu'il était bloqué au niveau de la... en tout cas, c'est important. J'entends bien qu'il s'agit là de faits qui relèvent de la préfecture maritime, s'agissant notamment du risque et en liaison avec les préfectures du département, mais je me pose la question pour une ville comme Bagnols, qui est un port, mais qui a aussi une réserve très importante. Et je me demande si elle ne devrait pas intervenir, s'il n'est pas prévu qu'une commune intervienne au tout
tous les instants pour éviter, en attendant, donc, si vous voulez que la préfecture maritime prenne le relais, pour éviter le plus grand dommage. Est-ce que vous pouvez me renseigner là-dessus? Justement, en fait, comme vous l'avez dit, ce genre de crise, de toute façon, ne va pas concerner l'ensemble du littoral. Donc déjà, c'est pas la commune qui va gérer l'événement, là, ça va être au-dessus, ça va être le préfet, etc., qui va prendre les mesures. Les mesures qui vont être prises, là, c'est la commune va être directement en relation avec la préfecture qui va lui lister directement les actions à faire. La commune ne va pas n'a pas disposition de filet anti-pétrole ou comme on peut en voir. Je prends l'exemple de l'Erika en Bretagne en 99. Les communes n'avaient pas de filet anti-pétrole, etc. C'est l'État qui a fourni et le gouvernement qui a fourni les moyens nécessaires pour faire face à la crise. Donc, parce que la réserve de Bagnols, c'est une réserve étendue. À part dire aux bateaux d'aller mettre. Enfin, après, ces décisions-là sont prises beaucoup plus haut. Tout à l'heure, vous parliez de la prévention. Oui, oui. Bon, à titre préventif, est-ce qu'une commune ne pourrait pas être dotée de cordons de bouée pour protéger notamment la réserve, à titre dès les premiers instants? Oui, mais là, ça ne concerne plus le ressort communal. Là, il faut voir, non, mais là, le ressort communal, c'est de gérer, en fait, au niveau de ses administrés. C'est les risques majeurs au niveau de vous-même. Vous-même, est-ce que ça représente un risque pour vous? En fait, au niveau réserve, parce que la réserve naturelle de Bagnols, elle ne dépend pas que de Bagnols. Hein. Il y a une réserve qui est gérée. Oui. Pardon? Vous pouvez essayer de répondre à la question. Vous voulez... Simplement, c'est vrai que la commune va pouvoir prêter sa main forte donc, à ce type de pollution, mais si ça se passe dans la réserve, au niveau départemental, il n'y a aucun moyen qui permette de pouvoir barrer une telle zone aussi grande. Alors, les seules zones qui peuvent barrer sur Bagnols, c'est soit l'entrée du port, soit la baie de la plage du Font-Tollet, la grande plage de Bagnols, soit celle des Elmes, soit celle du centre du Marin. On peut voir qu'à bout de la baie, il y a des pitons qui ont été scellés dans des rochers et ici peuvent s'ancrer des barrages flottants et on peut empêcher que la pollution arrive jusqu'à la plage et la pomper avant, mais en aucun cas aller en mer. Et le département des PO s'est associé au département de l'Aude et à eux deux, ils ont une quantité assez importante de mètres de barrages flottants, mais ça ne permettra que ça n'arrive pas dans le port, que ça n'arrive pas sur la plage, mais au-delà, on n'a aucun moyen possible pour arrêter ça. Voilà. Lié au retour d'Est, les tempêtes d'Est qui justement touchent, qui peuvent faire des dégâts, etc. Ce volet a été pris en compte aussi au niveau inondation, parce que ça, bon, si le jour où on a un retour d'Est en même temps qu'une crue de la Vaillerie, l'inondation va être amplifiée. Donc ça aussi, ça a été également pris en compte. Là, je vous ai montré vraiment de façon brève comment ça se passe, mais il y a des actions qui viseront à informer la capitainerie, comment s'organiser, etc. au niveau du port. C'est pour ça que sur la cellule, c'est pour ça que sur la première cellule de commandement, vous avez un référent du port qui est présent dans la cellule de commandement et qui a également des actions spécifiques à gérer en fonction de comment la mer s'organise. Responsable port, Christian Lopez. Donc, vous aurez également, ce niveau sera également géré en cas de... parce que cette organisation, imaginez, elle peut très bien s'organiser pour un simple coup de mer sans inondation. Donc on a des actions spécifiques au niveau du port, la barrage des bateaux, etc. Donc vraiment faire en sorte de prendre en compte ce risque. Si jamais il faut évacuer les premiers habitants, etc., on ne va pas laisser les habitants chez eux. Donc ce risque a été également pris en compte dans le risque d'inondation, etc. Donc, s'il y a d'autres questions. Voilà, lors des dernières crues, il y a eu une association qui s'est formée contre les inondations et il y a eu la création de barrages écrêteurs. Est-ce qu'il est envisagé d'en construire d'autres? Parce qu'ils sont très très utiles. Ce n'est pas des barrages qui retiennent l'eau comme on les connaît habituellement, mais ils permettent, disons, de ne pas accentuer la pression à un certain moment au niveau de la commune. Bon, je pose la question à l'échelon municipal. Est-ce qu'ils ont envisagé d'en créer
davantage pour éviter justement cette montée subite au niveau du village. Bien. C'est vrai qu'il y a 3 barrages, je pense, Rémi, c'est ça? 4, oui. 4 barrages. Nous avons essayé de les entretenir au maximum, puisque ces barrages font aussi une demande pour entretenir ces barrages. On ne peut pas les entretenir comme on veut. Il faut passer par la DTTM, l'agence de l'eau et tout. On ne peut pas les entretenir comme on veut et on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, pour les futurs barrages écrêteurs, bon, ceux qui sont, ils sont efficaces, vous l'avez dit vous-même. Quant à en reconstruire d'autres, vu le prix et vu la crise, c'est vrai qu'on pourrait avoir des aides de l'État, mais je ne sais pas comment on pourrait faire. Voilà. Mais on y songera. Par rapport au système d'information, vous avez dit que la sirène ne serait utilisée qu'en cas grave. Or, j'ai connu dans les communes à Oulin, dans le Rhône, où la sirène avait plusieurs modulations. Et entre autres, il y avait une modulation qui disait aux gens de se brancher sur leur poste radio ou passer en bout d'une information. Ça permettait donc très rapidement d'informer un maximum de personnes. Donc il y avait un système qui affiché partout, qu'on avait dans les maisons ou ailleurs, qui indiquait le type de modulation, bien sûr les plus graves, qui avaient même des risques très importants avec les zones de Faisin et tout, mais qui permettait une information rapide, parce que ce qui faisait gagner du temps quand même par rapport, parce que c'est un boulot d'appeler tout le monde, d'informer tout le monde, etc. Voilà. Oui. Justement, oui. Donc toutes ces informations de sirène, etc., il faut savoir que la sirène, quand la sirène va retentir, vous aurez, dans les paquets d'écrits qu'on va vous fournir, vous aurez la modulation de l'alerte, comment l'alerte est transmise en fait. À quoi correspond le sonnage d'alerte. Vous avez un son de 30 secondes, coupé de 5 secondes. Monsieur, je pense qu'il faudrait... Je vais essayer de ne pas me tromper à quelques secondes de près. Mais en principe, quand la sirène sonne, elle sonne pendant 1 minute 41. Et donc ça part de la montée en puissance de la sirène, le point où on reste fort et le point où on redescend. Donc le tout fait 1 minute 41. On s'arrête 5 secondes, on reprend 1 minute 41, 5 secondes, 1 minute 41. Donc on va dire, en gros, on va dire 1 minute de sirène, 5 secondes de coupure, 1 minute, 5 secondes, 1 minute. Et quand l'événement sera terminé, il y aura un coup de 30 secondes de sirène en continu. Ce que j'ai connu, c'est différentes modulations. Il y avait, j'ai vu 3 ou 4 modulations différentes, suivant l'importance. Et entre autres, il y avait une modulation qui disait d'aller écouter telle radio, il y avait une relation entre radio, et donc s'engager à passer en bout d'une information. Et il y avait plusieurs modulations. Je comprends. Mais là, en tout cas sur Bagnoul, ça sera que ce système qui sera mis en place. Donc ça veut dire qu'il y a un danger. Et ce qui est fortement recommandé à ce moment-là, c'est soit de pouvoir téléphoner, soit de mettre son poste radio sur la France au sillon, parce que là, ça va émettre le message, pas en continu, mais régulièrement pour avertir les gens. Ça sera aussi, cet appel de sirène, sera suivi de passage de véhicules sonos, puisqu'on dispose de 2 véhicules à la mairie que l'on peut équiper, avec soit des messages déjà préétablis que l'on passe en continu, soit avec un message verbal qu'on peut donner au micro. Voilà. Oui, donc ça aussi, ça fait partie d'une mesure importante. La radio, France Bleu Roussillon, ce sera la radio à écouter en temps de crise. C'est là où sont diffusées l'essentiel des informations. Là, toutes ces informations-là, vous les aurez également dans le paquet, tout sera mis. Le son des sirènes. Mais vous venez du Rhône, c'est ça? Ok. J'ai connu ça aussi bien dans la zone de Faisin, qui a une liste, au niveau du Mont-Verdun, je suis responsable de la sécurité aérienne. Même pas ok. Le Rhône étant le Rhône étant une rivière qui monte progressivement avec différents niveaux d'alerte. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour résumer, il faut savoir que cet outil va constituer une première base pour la commune. Je ne vous dis pas que c'est l'outil parfait, qui va arrêter l'eau, etc. Ce n'est pas le cas.
c'est une première base pour la commune qui va servir en fait à la commune de commencer à s'organiser et voir un peu ce qui marche et voir un peu ce qu'on peut encore améliorer. Comme vous l'avez dit, peut-être il y aura d'autres éléments à prendre en compte vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis du phénomène des jeux, etc. Mais sur lesquels ce document il n'est jamais finalisé. Là il est finalisé parce qu'il y a les bases, mais si vous voulez, constamment il va falloir le retravailler pour voir ce qu'on peut ajouter, etc. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la commune n'a pas de valise satellitaire, s'il faut dans 6 mois, elle en aura une. Donc là, déjà, les moyens de communication seront différents. Peut-être elle équipera les hameaux, des personnes, etc. Donc, c'est un travail qui va se faire en continu. Le but n'est pas de se mettre ce classeur dans un dossier, dans un tiroir, le laisser comme ça à l'abandon, parce que le jour où on va l'ouvrir, il va devenir complètement obsolète et ça ne verra rien. Donc, le but étant vraiment de le mettre à jour continuellement. Donc après, en matière de prévention, etc., toutes ces informations devront être vraiment retravaillées, etc., avec le temps. Et en fonction des crises qui auront lieu, s'il faut de même un feu de forêt, une inondation, une pollution maritime. Donc, et là, en fonction de ce qui se passera, de ce qu'on aura mis en place, on verra ce qu'on peut, et qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer, pour se rapprocher au plus, tout le temps de faire mieux, il vaut mieux être organisé. Le tout étant de ne pas se faire dépasser. Enfin, je veux dire, autant avoir une organisation face à un événement naturel. Quand dans le monde naturel, il y a la nature. La nature, on ne la contrôle pas. On peut essayer d'anticiper, mais on ne pourra jamais vaincre la nature. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on peut essayer de limiter les dommages, notamment humains, ce qui est le plus important. Après, matériel, on essaie de limiter au maximum. Après, ce document n'arrêtera pas l'eau, ça c'est sûr et certain. Mais s'il peut limiter beaucoup de dégâts, je veux dire, si par exemple on peut dire à une rue, de dire préventivement aux gens, enlevez les voitures de la rue, je vous prends le cas de Sainte-Maxime en 2009. Les voitures sont restées sur une avenue, l'eau est passée, les voitures se sont toutes empêtrées sur un recoin et ça a fait un bouchon qui a scellé. L'eau est passée dans toute la rue et ça fait 5 victimes, octobre 2009. On a eu les mêmes en 2011 avec plus de quantité de pluie, mais la mairie préventivement s'était dotée d'un PCS, ça va enlever les véhicules préventivement. On n'a eu aucun mort. Alors qu'il était tombé plus en 2011 qu'en 2009. Enfin, c'est plein d'exemples comme ça qui font que plus on se préparera, plus on sera informé, et mieux c'est. Donc au moins pour se préparer, on va savoir quoi faire. Donc voilà. Après c'est sûr, en matière de gestion électrique, de pollution maritime, il y aura des choses à améliorer, ça je ne vous dis pas le contraire, mais là aujourd'hui on a une base, on a travaillé dessus, il y a des actions qui sont mises en place, des aspects techniques, donc vous pourrez le voir, hein, la mairie, on a réalisé un exercice de simulation, où on a testé la téléphonie réservée, où on a testé tout un ensemble de dispositifs qui pourront être mis en place. Les routes à barrière en priorité, les personnes qui sont susceptibles d'être touchées en premier, ou peut-être qu'il faudrait reloger. Donc ça a été également pris en compte. Notre question, peut-être monsieur le maire, pour faire la clôture, vous voulez dire un mot? Bravo et merci, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mais on sait très bien qu'à Bayonne, il y a des dangers qui existent depuis 50 ou 60 ans. Je prends par exemple la maison de retraite de Paul Rech. Elle est là, elle est obsolète, il faut la refaire entièrement. Elle coûtera très cher, il faut la refaire entièrement. Malheureusement, elle a été faite il y a 50 ans en arrière, elle n'est pas en ordre du tout. Par conséquent, ce sont des gros problèmes qu'on doit régler maintenant le plus tôt possible, pas autrement. Monsieur, merci de votre exposé, en espérant que vous en tiendra compte. Merci.